Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier d'avocate et pour ça j'accueille Aurélie qui exerce ce métier. Bonjour Aurélie, merci d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer succinctement le métier d'avocate ? Alors, bonne question, c'est assez vaste. Il y a 2 grandes catégories d'avocats. Il y a les avocats, anciens conseils et les avocats qui sont plutôt des avocats plaidants, qui font plutôt du contentieux. Donc moi, pour ma part, j'exerce, en tant qu'avocat au niveau judiciaire, c'est-à-dire que je fais essentiellement du contentieux. D'accord. Donc les missions, c'est, conseiller les clients et les défendre, lorsqu'ils se trouvent, pour une raison ou pour une autre, impliqués dans un litige. Voilà, donc essayer de dénouer d'abord le litige à l'amiable et à défaut d'y parvenir, voir ce qu'on peut faire sur le plan procédural pour essayer d'obtenir gain de cause. Et ça, c'est quand le client est en demande et quand le client est en défense et se retrouve assigné, le défendre au mieux de ses intérêts, soit d'abord dans le cadre de pourparlers amiables, soit à défaut dans le cadre d'une procédure. D'accord, et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir avocate déjà ? Alors moi, je me suis retrouvée alors pas par hasard, parce qu'à la sortie du lycée, je savais que je voulais faire du droit. En revanche, la profession d'avocat, c'est pas forcément quelque chose que j'envisageais au départ quand j'ai D'accord. commencé mes études de droit, parce que c'était pas du tout dans ma culture familiale. Il y a aucun juriste, dans ma famille et alors encore moins, des chefs d'entreprise, encore moins des professions juridiques. Donc tout ça, ça me paraissait, vraiment, très éloigné de moi et de mon histoire. Mais par contre, le droit m'attirait. Le droit m'attirait parce que, j'ai toujours, le côté justice, le côté défendre, les plus faibles, c'est toujours quelque chose qui m'a plutôt, qui me séduisait et je me disais qu'effectivement ça pourrait me plaire. Mais quand j'ai commencé mes études de droit, c'était sans savoir exactement ce que je voulais faire et plutôt dans l'optique de viser plutôt peut-être la magistrature ou la fonction publique ou l'entreprise. Mais Donc la pas forcément. magistrature pour être juge. Ouais, voilà, exactement. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, finalement, et à la fin de mes études de droit, je me suis finalement dirigée vers l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Alors pourquoi? La magistrature, très clairement, ça m'a fait peur, la difficulté du concours. Je me suis un peu découragée toute seule. Je l'ai jamais tenté, mais on m'a tellement dit que c'était dur que j'avais peur de l'échec, je pense. Donc je l'ai jamais tenté et puis il y a aussi des aspects personnels qui ont fait que c'était plus simple pour moi de tenter le barreau. Voilà, parce que j'ai rencontré mon mari, moi j'étais à Paris, lui il était à Rennes, donc il a fallu que je rejoigne la Bretagne et j'avais mon DEA, c'est-à-dire un bac+5 en poche et je me suis dit: soit je trouve un job en entreprise avec ça, soit je poursuis et il y avait l'école d'avocat à Rennes et je me suis dit: «Je vais tenter». Donc je me suis retrouvée un petit peu, pas par hasard, mais je peux pas dire que c'était une vocation d'entrée en tout cas. D'accord, et donc tu disais que tu es rentrée à l'école d'avocat. Comment tu es rentrée ? Alors, il y a un examen d'entrée. Alors, à mon époque, il fallait avoir une maîtrise, c'est-à-dire un bac+4 pour tenter l'examen d'entrée. Moi, j'avais mon bac+5, un DEA à l'époque, qui est devenu master 2 maintenant. Et donc, mon DEA en poche, j'ai tenté l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc, je me suis inscrite à l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires à Rennes, pour préparer le concours, enfin l'examen d'entrée. Et du coup, je l'ai obtenu du premier coup et ensuite j'ai intégré, donc à l'époque c'était le CRFPA qui est devenu l'EDAGO, D'accord. École des avocats du Grand Ouest, et à l'époque on avait 1 an de formation dans cette école avant de passer le CAPA qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc en fait, tu étudiais pendant 1 an à l'école d'avocat et ensuite tu avais un examen qui s'appelait le CAPA et tu pouvais exercer derrière ? Exactement, OK. c'est ça. Est-ce que tu te spécialisais pendant cette école ou tu t'es spécialisée avant ? Non, alors, on avait un petit peu une spécialité, du fait de nos études universitaires, du fait du parcours, universitaire accompli jusque-là, mais moi à l'époque j'avais un DEA je l'ai toujours, mais
J'avais un DEA en propriété littéraire artistique, D'accord. matière que je n'exerce plus du tout et que je n'ai jamais exercée en tant qu'avocat, en réalité. Donc on a notre parcours plutôt axé, droit privé ou droit public ou droit des affaires. Après, on fait l'école qui est une école plutôt généraliste, où on apprend, voilà, un certain nombre, de méthodes de rédaction, on reprend des points de fond aussi. Mais l'idée, c'est surtout, d'avoir les grandes lignes de la déontologie, les grandes lignes de la profession d'avocat et surtout de faire des stages. C'est, à cette occasion que moi j'ai fait mes premiers stages, en cabinet d'avocat. D'accord. On avait d'abord un stage découverte de 15 jours. Ensuite, on avait 6 mois en alternance, ça c'était très bien. On était 15 jours en cabinet et 15 jours à l'école d'avocat. OK. Et ensuite, on avait un stage final de 2 mois OK. et après on passait le CAPA. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours, la même formation, que quand toi tu as passé ton examen? Alors c'est vrai que ça remonte à il y a presque 20 ans, parce que je vais fêter mes 20 ans de bar, au mois de janvier prochain. Mmh. Donc il y a eu plusieurs, modifications depuis. À l'heure actuelle, donc à mon époque, c'était un bac plus 4 pour passer l'examen d'entrée et ensuite 1 an de formation et ensuite il fallait faire 2 ans de collaboration obligatoire avant de s'installer tout seul, enfin de pouvoir s'installer tout seul. Alors maintenant, c'est un petit peu différent. Je crois que, de mémoire, il faut un master 2, donc il faut les 5 ans. Sachant qu'à mon époque, tout le monde passait déjà avec l'équivalent master 2. Mais aujourd'hui, c'est officiel, il faut un master 2. Ensuite, donc il faut passer l'examen d'entrée, à l'école d'avocat et ensuite il y a 18 mois de formation D'accord. et ensuite le CAPA, comme à mon OK. époque. Voilà et par contre, à la différence de mon époque, on peut s'installer directement en sortant de l'école. Il y a plus OK. besoin de faire, un certain nombre d'années en collaboration obligatoire avant de pouvoir s'installer. Et justement, pour, ceux qui connaissent pas trop ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une collaboration et toi, après l'obtention de ton CAPA, comment ça s'est passé pour toi? Alors la collaboration, c'est une forme de statut un peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'est pas salarié. On travaille pour un patron qui, nous verse une rétrocession d'honoraires à la fin du mois en contrepartie du travail qui a été accompli, pour son cabinet pour traiter ses dossiers et donc pour lui, c'est plus avantageux financièrement puisqu'il y a pas les charges du salariat. La contrepartie, c'est qu'il est censé, nous laisser développer notre clientèle personnelle en parallèle. D'accord. Ce qui, en pratique, ne correspond pas tellement à la réalité puisque malheureusement, il y a beaucoup de cabinets qui, exploitent au maximum de ce qu'ils peuvent les collaborateurs qui n'ont pas le temps, matériel, pour développer, leur propre clientèle. Voilà. Donc sur le OK. papier, c'est pas mal pour commencer, finir de se former et pouvoir se lancer, développer sa clientèle. Mais en En pratique, pratique, c'est un petit peu plus compliqué. En général, on fait ça quelques années et puis ensuite on évolue. Après, il y en a qui restent donc collaborateurs toute leur vie, mais bon. toi, tu as été collaboratrice combien de temps? Alors moi, j'ai été collaboratrice de 2006 à 2010-11. D'accord. J'ai dû m'associer, donc je suis devenue, je me suis associée avec, 2 autres personnes en 2012, donc là, OK. j'étais plus collaboratrice mais associée et j'ai quitté mes associés en 2017 pour créer ma propre structure et exercer de manière totalement individuelle. D'accord. Et quand tu es associée ou quand tu exerces de manière individuelle, tu es à ton compte? Oui. Est-ce qu'on peut aussi être avocat salarié toute sa vie, par exemple, sans être, collaborateur? Comment ça se passe? Oui, j'en ai pas parlé, mais alors, en judiciaire, ça se fait peu, voire pas. Mais en revanche, dans les grosses structures qui font plutôt du droit des affaires, donc qui sont plutôt qui font plutôt du conseil juridique, donc tout ce qui est grosses structures, tournées autour du droit des sociétés, droit des affaires, droit fiscal, il y a beaucoup d'avocats salariés. Donc là, vraiment, ils ont un contrat de travail et ils peuvent pas développer, leur clientèle. Ils travaillent que pour leur patron. Mais c'est un statut effectivement qui est intéressant dans ce type de structure parce qu'il y a des bonnes rémunérations et puis, les avantages du salariat. Moins de pression. Voilà, puis en termes de fixité de salaire, moins de pression et cetera. Alors il peut y avoir de la pression quand même en termes d'objectifs, mais le statut est quand même assez confortable. D'accord. Est-ce que, tu peux nous raconter un peu, comment ça se passe une semaine type pour toi ou une journée type, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, en tout cas dans ton emploi du temps? Ou est-ce que c'est tout le temps différent? Alors là, je pense que la particularité de notre métier, c'est vraiment la variété, des tâches, des missions et non, il y a vraiment aucune semaine qui se ressemble exactement.
Donc ce que je peux essayer d'expliquer, c'est justement les différentes tâches qu'on peut retrouver dans une semaine, sachant que la répartition, varie en fonction de l'emploi du temps, et des audiences, par exemple, qu'on a sur nos agendas. Donc en gros, les missions, alors il y a d'abord, un gros travail de traitement. Heu, on va commencer par le plus simple. La première chose qu'on fait pour un client, c'est de le recevoir en rendez-vous. Donc il y a déjà tout l'aspect réception des clients, pour notamment le premier rendez-vous. À l'issue du premier rendez-vous, en général, on travaille à distance plutôt par mail ou par téléphone, mais il y a au moins un rendez-vous physique. En tout cas, moi, j'aime bien essayer de voir les gens au moins une fois, même en visio s'ils sont à distance, parce que je pense que c'est important de créer ce lien de confiance et à distance, c'est peut-être un peu plus, compliqué, mais pour bien cerner la personne, ses besoins et cetera, j'aime bien les recevoir au moins une fois. Donc déjà, le travail de réception des clients au cabinet. Ensuite, on ouvre le dossier et puis, ensuite, il y a tout un travail autour du traitement des mails. C'est-à-dire que alors on est inondé de mails en permanence, c'est un des gros soucis, du métier, c'est que, évidemment, on a un certain nombre de dossiers en cours, ouverts et chacun envoie son petit mail en espérant une réponse la plus rapide possible. Mais effectivement, les journées ne font que 24 heures et on a d'autres tâches que je vais exposer après en parallèle à faire. Donc on ne peut pas toujours être aussi réactif qu'on le souhaiterait. Mais le traitement des mails, c'est quotidien Mmh. et je dirais même pendant les vacances, parfois, même pendant les week-ends. Moi, j'évite de répondre aux mails, sauf quand j'ai vraiment pas le choix. Mais ça prend vraiment une grosse partie de la journée. OK. Ensuite, il y a tout le travail, je dirais de fond. C'est-à-dire que quand on est avocat et quand on fait comme moi plutôt du droit civil, ce sont plutôt des procédures écrites qui demandent beaucoup de rédaction. Donc il y a toutes les rédactions d'actes, des courriers, des requêtes, des assignations. L'assignation, c'est un acte qu'on rédige pour introduire une procédure devant une juridiction. Et ensuite, il y a le travail de rédaction des conclusions. Les conclusions, c'est, pareil, un acte écrit qu'on va rédiger pour répondre à une argumentation adverse. Je fais au D'accord. plus simple, mais en gros, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la part, je dirais, la plus importante du métier. C'est celle qui prend, en tout cas, en ce qui me concerne, le plus de temps, qui demande d'avoir des grandes plages horaires pour pouvoir se concentrer, et pas, voilà, faire, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Moi, j'aime bien me réserver des plages rien que pour ça, pour pouvoir, travailler, le plus intelligemment possible et le plus efficacement possible. Donc des fois, j'avoue qu'on est obligé de le faire un peu le week-end parce que c'est les seuls moments où vraiment on a cette plage horaire qui le permet, où on n'est pas dérangé ni par les mails, ni par le téléphone, ni par les audiences. Donc voilà, grosse partie la rédaction et ensuite on a un peu la phase, finale, qui est, l'audience. D'accord. Donc l'audience, c'est un peu le terme de la procédure, lorsque la procédure est close, que chacune des parties a exposé son argumentation préalablement par écrit, parce que je ne parle pas du pénal, hein, moi je vous parle des contentieux que je fais, donc plutôt du civil. Il y a ce travail de rédaction et à l'issue, une audience où effectivement on se rend devant le magistrat, pour, plaider le dossier. Alors les plaidoiries, dans ma matière en tout cas, c'est plus du tout, enfin c'est pas du tout les grandes plaidoiries qu'on a aux assises, hein, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus succinct, où il faut être très synthétique et plaider vraiment par brèves observations. Alors c'était peut-être pas forcément le cas au début où j'ai commencé, on avait plus de temps. Mais maintenant avec la surcharge de travail, des juridictions, des magistrats, dans les procédures écrites où il y a des choses qui sont rédigées, les magistrats supportent de moins en moins qu'on plaide longtemps et ils Mmh. me font très clairement comprendre qu'ils savent lire. Donc il faut aller vraiment déjà se plaide les dossiers qui méritent d'être plaidés. Il y a des dossiers qui ne méritent pas d'être plaidés parce qu'il y a tout dans les écritures, que c'est extrêmement clair, très technique et qu'il y a pas besoin. En revanche, il y a certains dossiers où il y a des aspects factuels qui méritent un peu d'être expliqués, développés. Ceux-là, on essaye de les plaider, quand on peut. Mais vraiment, il faut être, bref et succinct et c'est pas la part la plus importante du métier, très clairement. OK. Sauf si tu es, plutôt avocat pénaliste, mais si on veut être avocat et faire du civil et qu'on veut plaider, on va pas beaucoup plaider. Non, 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 très OK. clairement, effectivement, alors il y a des procédures purement orales, tout ce qui est, alors, pénal, là, l'oralité, c'est vraiment le principe, sacré et c'est encore très, très préservé et heureusement, parce que c'est quand Mmh. même le cœur du métier à la base, la profession. Mais dans nos contentieux à nous civilistes, effectivement, c'est pas l'essentiel. L'essentiel du travail, c'est plutôt la construction d'une argumentation juridique, voilà, par écrit. C'est ça vraiment le cœur du métier. Est-ce que, tu as des périodes, qui sont, plus intenses dans ton travail?
Ouais, il y a des petits coups de rush souvent, voilà, par exemple, en fin d'année, avant les vacances d'été, à la rentrée, il y a toujours des périodes où, bah, tout le monde est pressé de vouloir en terminer, soit parce que c'est la fin de l'année et qu'il y a un intérêt à ce que le dossier soit clos à ce moment-là, soit parce que les gens vont partir en vacances, soit parce que justement c'est la rentrée et que, oui, il y a des petits coups de rush, ouais. Est-ce que, tu travailles toute seule ou tu travailles en équipe? Non, moi je travaille totalement toute seule, c'est le Mmh. choix que j'ai fait. Mais j'ai déjà travaillé en équipe, soit dans le cadre d'une collaboration, soit dans le cadre d'une association. Mmh. Donc il y a des avantages qui sont certains. Mais voilà, j'ai préféré m'orienter vers le côté purement individuel. Pourquoi? Parce que c'est cette forme-là qui nous permet de profiter au maximum, de l'indépendance et de la liberté que nous permet cette profession et qui est un des rares avantages. Donc voilà, quand on a des collaborateurs, quand on a une équipe, bah, on n'est pas totalement libre, on n'est pas totalement indépendant. Forcément, il y a des gens qui attendent des choses de nous ou autres. Et moi, j'ai plus trop envie de m'embêter avec ça. Je préfère, voilà, exercer toute seule pour avoir moins de contraintes. D'accord. Après, il y a d'autres contraintes inhérentes à ça, parce que du coup, je dois tout faire toute seule. Est-ce que, c'est toi qui gères aussi tout l'administratif, la comptabilité de ta boîte ou tu délègues ces parties-là? Je gère une partie, mais j'ai un expert comptable qui est très bien. D'accord. Et voilà, donc forcément, il faut que je lui envoie des documents et cetera, mais je fais mes factures, je fais moi-même mes factures. Je paye mes factures aussi quand j'en ai à payer. Après, je lui envoie tout et c'est lui qui gère, pour mon bilan, pour ma TVA, et cetera. Donc il y a un minimum quand même de tâches administratives à faire, mais le gros de l'aspect comptable, c'est lui qui le fait et ça me prend pas tant de temps que ça parce que moi j'ai une structure, très simple. J'ai pas de salariés, j'ai pas de collaborateurs, j'ai des factures, qui sont payées et des sorties pour payer mes factures que je dois à mes fournisseurs, mais c'est tout. C'est Mmh. assez simple, donc en Oh, gros, ça me prend quoi? Peut-être 2-3 heures par mois maxi, quoi. d'accord. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas beaucoup d'avantages dans ton métier, que c'était un des rares avantages pour toi, l'indépendance. Mmh. Est-ce que, tu vois quand même d'autres avantages dans ton métier? Oui, oui, bah, je le fais avec plaisir, hein. C'est une profession qui est quand je dis: «Il y a pas beaucoup d'avantages», c'est qu'il y a quand même beaucoup de contraintes en termes de volume horaire, en termes de rentabilité, c'est-à-dire on travaille beaucoup par rapport à ce qu'on rentre comme argent, pour être très clair. C'est-à-dire qu'il faut pas faire ce métier-là, en tout cas encore une fois dans mes contentieux à moi, parce qu'il y a d'autres contentieux qui sont plus rémunérateurs. Mais moi, dans ma partie, le judiciaire, civil, et cetera, je fais aussi du droit de la famille, mais c'est pareil, ça reste du civil. Comparé au volume horaire, c'est pas forcément proportionnel à ce qu'on rentre comme argent. Alors peut-être aussi parce on n'est pas assez formé, et ça je lance un appel, sur les aspects dans le cadre de notre formation, on n'est pas du tout formé sur les aspects, rentabilité. Mmh. Les aspects commerciaux, on n'est absolument pas formé sur ce sujet. On est formé en droit et très bien, les facultés de droit en France sont d'un très haut niveau, de manière générale. Mais par contre, sur les aspects entreprise, c'est absolument nul. Et donc c'est toi qui as décidé comment tu fixais tes Voilà, honoraires en bah, en fait, commençant? Tu te bases, peut-être sur, les honoraires des autres avocats? c'est ça, on s'inspire un peu de ce qu'on voit au départ et puis après, il faut se lancer, il faut facturer soi-même, il faut évaluer, son seuil de rentabilité, le temps qu'on va passer sur un dossier. Il faut aussi s'adapter en fonction du client qu'on a en face de soi. Et j'avoue que ça, c'est une partie qui est compliquée. Moi, j'ai du mal à facturer fort et même encore aujourd'hui, au bout de 20 ans de bar, je sais que je facture en dessous de ce que je devrais facturer, pardon, au vu de mon expérience et de ma spécialité. Donc, tu travailles, beaucoup puisque tu disais que par rapport à ta rémunération, finalement, par rapport à ce que tu te versais, il y avait vraiment beaucoup de temps de travail. Est-ce que tu peux évaluer à peu près combien d'heures par semaine tu travailles? Je dirais, alors c'est difficile parce que ça varie aussi beaucoup en fonction des semaines, des week-ends, et cetera. Mmh. Mais c'est un minimum de 50 heures, ça c'est sûr. D'accord. Et ça peut aller, un peu au-delà en cas de rush, ouais. Mais après je les compte pas forcément, toutes mes heures, surtout que moi je facture pas au taux horaire, je fais plutôt du forfait, Mmh. pour que ça soit aussi, ben, plus transparent pour les clients. Donc c'est difficile à évaluer, mais c'est minimum 50 heures et voire plus entre dans les périodes de rush, ça peut atteindre 70 heures, ça peut arriver. Et pour ce temps de travail, au niveau, du salaire,
Est-ce que tu peux dire à quoi on peut s'attendre? Alors pas forcément le tien si tu pas à l'aise avec ça, mais en tout cas une fourchette globale, de ce que gagne un avocat. Alors je crois que le revenu médian de dernière stat que j'avais lu doit se situer, aux alentours, entre 3 et 4 000 € par mois Net? et net, Mmh. ouais, et moi, c'est à peu près ce que je gagne. D'accord. Donc c'est variable, hein. Il y a des mois forcément où je vais rentrer plus, puis il y a des mois, par exemple, le mois d'août, quand je pars en vacances, bah, très clairement, je facture pas ou peu. Donc forcément, bah, c'est un mois où je vais peut-être moins me payer et cetera. Puis il y a d'autres fois où, je vais avoir des grosses rentrées, parce que je vais aussi avoir parfois des honoraires de résultat. Donc l'honoraire de résultat, c'est un pourcentage que parfois on prend sur les gains qu'on obtient pour le client. Donc quand on a ça, effectivement, ça met un peu de beurre dans les épinards, ça contrebalance Par exemple, les le mois client moins va bons. obtenir 10 000 €, Voilà, bah, on peut et lui tu vas prendre prendre 8%. 8% Ouais, voilà. par En exemple. général, Ok, c'est ce qu'on c'est prend. ça. Donc on le fait pas dans tous les dossiers, c'est que dans les dossiers qui s'y prêtent. Voilà, parce qu'on sait, qu'il va y avoir, une grosse rentrée d'argent. L'intérêt, c'est que, ben, c'est intéressant pour tout le monde. Le client, il sait qu'on va être motivé par ça et nous, bah, forcément, ça nous motive pour avoir Mmh. le meilleur résultat possible. Donc, en général, ça passe assez bien, c'est bien accepté par les clients. Est-ce que, malgré, toutes ces heures, que tu fais, tu arrives à couper, à avoir du temps pour toi, à avoir un bon équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Oui, mais c'est aussi pour ça que je gagnerai jamais 10 000 € par mois. Mmh. Parce que justement, je sais aussi, enfin, je tiens à garder, Du temps? mon métier, c'est mon métier, mais c'est pas ma vie entière. J'ai d'autres activités à côté auxquelles je tiens énormément. Voilà, donc oui, oui, j'arrive à me consacrer ce temps-là. Après, j'adapte. C'est-à-dire que si je prends du temps pour ça la semaine, bah, je compense le week-end ou pendant les vacances. Et tu te prends beaucoup de vacances? Non, pas beaucoup. Les vraies vacances, très honnêtement, les vraies vacances, il y a peut-être 15 jours l'été et une semaine au printemps en général et quelques jours à Noël où c'est compliqué de voilà, vu du fait des fêtes de fin d'année et cetera, c'est compliqué de pas couper un minimum, mais voilà, mais en gros, de vraies semaines, peut-être 3 dans l'année. D'accord. Et même pendant ces semaines-là, on check les mails quand même. Par rapport à ce que tu nous dis, c'est vrai qu'on a du mal à se positionner. Est-ce que tu, aimes encore ton métier aujourd'hui après 20 ans? Ouais, c'est vrai que j'ai des contraintes. Oui, oui, j'adore mon métier. J'adore mon métier, j'adore d'autant plus mon métier depuis que j'ai trouvé vraiment ma voie et le contentieux que je voulais développer. D'accord. Avant ça, j'avoue que j'ai songé à quitter la profession. Voilà, du fait d'effectivement de sa dureté, de son j'ai pas parlé d'une chose aussi, mais le fait qu'on est toujours un peu dans un combat. Des fois, on perd, des fois, on gagne et même quand on a tout donné, qu'on a fait de son mieux, des fois, on a des déceptions au niveau des décisions qui sont rendues, il faut qu'on s'explique auprès du client, et ça, c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, mais qu'on n'est pas des magiciens et que des fois, ben voilà, il peut y avoir un magistrat qui a pas le même point de vue que nous sur un dossier et ça peut être très frustrant. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais à côté de ça, il y a plein de moments hyper agréables où quand on gagne, le client est ravi, on sait qu'on l'a aidé, voilà. Sur les aspects humains, c'est hyper enrichissant. D'accord. Puis intellectuellement, c'est hyper intéressant aussi. Chaque dossier est différent, il faut creuser, il faut chercher, il faut monter des stratégies. C'est très enrichissant sur le plan intellectuel et humain. D'accord. Et puis, on a quand même un statut qui est quand même assez intéressant et les gens ont plutôt de la reconnaissance, voilà, même s'il y a des gens qui aiment pas les avocats, il y en aura toujours, mais la majeure partie des gens sont plutôt très respectueux et voilà, c'est assez agréable. Pour exercer ce métier, il faut sans doute certaines qualités. Est-ce que, tu peux nous citer, des qualités, indispensables pour ce métier ou des compétences? Et aussi, est-ce que tu peux nous dire si toi, il y en a que tu as développées justement avec le temps? Alors les qualités, il faut des qualités humaines, ça c'est indéniable. Il faut savoir, écouter les gens, il faut faire preuve, bah, d'humanité dans le sens où ils viennent avec leur lot de problèmes, Mmh. parfois très complexes, leurs émotions et cetera. Il faut savoir gérer ça, l'écoute, la bienveillance, l'absence de jugement et au niveau des compétences, bah, pour moi, faut de la rigueur, du sérieux et puis un peu de courage aussi. Et est-ce que j'ai développé des qualités? Oui, je pense forcément, mais c'est difficile de s'auto-juger, en fait. Je OK. pense que c'est des qualités, en tout cas qui me tenaient à cœur et que j'ai essayé, en tout cas, de développer le plus possible, ce que je viens d'exposer là.
D'accord. Mmh. Est-ce que, du coup, tu dis qu'il y a de l'humain dans ton métier, il y a beaucoup d'humains, donc je pense que tu as quand même pas mal, d'histoires à raconter. Est-ce que tu as des anecdotes, sur ton métier avec des clients ou des choses à partager, qui peuvent, être un peu amusantes? Bah, oui, forcément, il y a forcément des choses qui se passent, que ce soit en audience, en expertise, en rendez-vous, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On est vraiment c'est un petit théâtre, hein, parfois. Et voilà, bah, une anecdote, je me souviens d'un divorce, on avait organisé une signature donc d'une convention de divorce chez un notaire avec mon confrère et puis, bah, les 2 clients et bah, en général, ça se passe assez bien, mais il peut y avoir quelques tensions pour la signature, même si on est dans quelque chose d'amiable et que normalement ils arrivent là, tout est réglé. Mais là, en l'occurrence, le monsieur a eu un peu de mal et à la fin du rendez-vous, quand tout était signé, il a pris son alliance et il l'a jetée sur la table, OK. au milieu de nous tous et voilà, on s'est tous regardés. Un ange est passé, bon, on l'a laissé faire et il s'est calmé. Mais voilà, c'est le genre de réaction qu'il faut savoir, enfin qui peut se produire et qu'il faut savoir gérer le mieux possible. Donc le mieux, c'est de rester calme. Voilà, on reste calme, on attend que ça passe et puis OK. Est-ce que, tu as un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, qui voudrait se lancer dans ce métier? bah, de pas se décourager en dépit de tout ce que j'ai pu dire avant parce que ça reste un métier, passionnant. On est là quand même, enfin les avocats, c'est le cœur d'une démocratie en fait. S'il y a plus d'avocats, il y a plus de démocratie. C'est vraiment hyper important, que les jeunes se démotivent pas. Il est tout à fait possible de faire son trou, de faire sa place et de réussir et de bien en vivre. Faut juste réussir à un peu tout concilier, pas être trop gourmand, savoir qu'il va falloir travailler et je dirais et il faut essayer de se démarquer des autres. Il faut pas faire ce que tout le monde fait. Il faut essayer de trouver son domaine de compétence où on va pouvoir, apporter quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et depuis que je fais ça, je m'épanouis beaucoup plus dans ce métier-là. Mais faire ce que tout le monde fait, voilà, c'est sûr que c'est compliqué. On peut réussir quand même, hein, dans des matières généralistes, mais ça va être, peut-être un petit peu plus compliqué de se démarquer des autres, surtout dans des gros barreaux comme, celui de Rennes, on est très nombreux. Le secret aussi peut-être pour réussir et bien en vivre, c'est de se délocaliser. Parce qu'un peu comme les médecins, il y a des sortes de déserts un petit peu, juridiques dans OK. certains métiers et je sais que j'ai des confrères au fin fond de la Normandie ou qui sont débordés, vraiment débordés, qui vivent très bien mais qui peuvent pas tout absorber et souvent les jeunes ont tendance à vouloir se mettre dans les grosses métropoles comme ça, ce que je peux comprendre pour tout un tas de raisons, mais c'est pas forcément là qu'ils en vivront le mieux. OK. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fière dans ton parcours? Bah, moi je reviendrai sur, la matière que j'ai réussi à développer. Et la reconnaissance que j'ai eue de mes pairs dans cette matière-là, parce que moi je développe donc vraiment un contentieux de niche qui est le droit équin et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir lancer ça, les gens me prenaient un peu pour, pas pour une folle, mais ils me prenaient ça un peu de haut, un peu, en rigolant et au final, bah, maintenant je fais des publications, je forme les gens, j'interviens dans différents programmes de formation. Je suis membre du comité directeur de l'Institut Droit Équin. Enfin, je participe à tout un tas de trucs et puis les gens viennent me voir pour ma compétence et ça, c'est très valorisant et ça, j'en suis fière. Et Ouais ça marche bien. et ça marche bien. OK. Merci beaucoup Aurélie, d'avoir partagé, ton métier avec nous. Merci Camille. Merci, à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.